Flett. Merci, Madame la Présidente. Je serai également bref, vu l'heure. Mais j'aimerais cependant dire quelques mots sur le projet de loi proposé par la sénatrice Barzo. Le projet de loi S-254, loi modifiant la loi sur les aliments et drogues, étiquette de mise en garde sur les boissons alcoolisées. Je tiens à remercier le sénateur Brazo, d'ailleurs, d'avoir soumis ce projet de loi à notre examen et d'avoir fait preuve de leadership dans ce dossier important. Comme l'indique le titre du projet de loi, le projet de loi S-254 modifiera la loi sur les aliments et les drogues afin d'exiger la position d'une étiquette de mise en garde sur les boissons alcoolisées. La législation prévoit 4 éléments pour cette exigence d'étiquetage. D'une part, l'étiquette doit indiquer le volume de boisson qui, de l'avis du ministère de la Santé, constitue une boisson standard. Deuxièmement, il doit indiquer le nombre de boissons standards contenues dans l'emballage étiqueté. Troisièmement, l'étiquette doit indiquer le nombre de boissons standards qui, de l'avis du ministère de la Santé, ne doit pas être dépassé afin d'éviter des risques importants pour la santé. Et enfin, l'étiquette doit comporter un avertissement du ministère de la Santé indiquant qu'il existe un lien de causalité directe entre la consommation d'alcool et le développement de cancers mortels. Chers collègues, je doute qu'il y ait quelqu'un dans cette chambre qui n'ait pas vu de ses propres yeux les ravages de l'abus d'alcool. D'autres sénateurs et sénatrices en ont parlé, et je dois dire que c'est un terrible fléau dans notre société qui n'est que trop répandu et qui fait payer un lourd tribut à ceux et celles qui en sont victimes. Nous avons entendu un certain nombre de sénateurs qui nous ont fait part de leurs expériences personnelles et je suis certain que nous pourrions tous y ajouter la nôtre. Cependant, je tiens à souligner que l'objectif de cette législation n'est pas de lancer une campagne contre la consommation d'alcool, ni de revenir sur la question de la prohibition. Comme l'a dit le sénateur Brazo dans son discours, il n'est pas monté sur ses grands chevaux pour prêcher l'abstinence, mais il est plutôt préoccupé par la réduction du nombre de cancers au Canada. Le préambule définit clairement la portée de ce projet de loi en 3 points. 1. Le Parlement reconnaît qu'il existe un lien de causalité directe entre la consommation d'alcool et le développement de cancers mortels. 2. Compte tenu des risques graves que la consommation d'alcool fait peser sur la santé publique, le public doit disposer d'informations précises et actualisées sur la consommation d'alcool afin de pouvoir prendre des décisions éclairées en la matière. Et 3. La position d'une étiquette d'avertissement sur les boissons alcoolisées est un moyen efficace de sensibiliser les consommateurs à ces informations sanitaires. Sur le premier point, il n'y a pas de débat. Il existe un lien de causalité directe entre l'alcool et le cancer. Et bien que les prises de conscience de ce fait restent faibles, il ne s'agit pas d'une nouvelle découverte. Cela fait 35 ans que le Centre international de recherche sur le cancer a classé l'alcool comme cancérogène de classe 1 et des centaines d'études ont confirmé ce fait depuis lors. Sur le second point, il n'y a non plus de débat. Le public devrait disposer d'informations précises et actuelles sur les risques pour la santé de la consommation d'alcool. Or, pour une raison que j'ignore, ce n'est pas le cas actuellement. En fait, selon Action Cancer Ontario, seul un tiers des Canadiens savent qu'ils peuvent réduire leur risque de cancer en diminuant leur consommation d'alcool. Selon d'autres études, ce chiffre n'est que de 25%. Toutefois, il ne s'agit là que d'un des risques pour la santé liés à la consommation d'alcool. Il en existe bien d'autres, comme les lésions du foie, du cerveau, du cœur et de l'estomac, l'hypertension artérielle, la diminution de la résistance aux infections, la perte d'appétit,
les troubles du sommeil, de l'anxiété, la dépression suicidaire, les troubles causés par l'alcoolisation fœtale et bien d'autres encore. Les Canadiens et Canadiennes devraient être conscients de ces risques et savoir comment les minimiser. Toutefois, chers collègues, la question de savoir si une étiquette d'avertissement est un moyen approprié et efficace d'informer le consommateur des risques pour la santé liés à la consommation d'alcool reste ouverte. Aux dernières nouvelles, au moins 47 pays dans le monde ont déjà apposé des étiquettes d'avertissement sanitaire sur les produits alcoolisés, dont les États-Unis, l'Australie, le Portugal, le Japon, la France, Israël, le Brésil et bien d'autres encore. Les États-Unis imposent des étiquettes d'avertissement sanitaire sur les produits alcoolisés depuis 1988, date à laquelle ils ont adopté la loi sur l'étiquetage des boissons alcoolisées. Mais il n'est pas certain que le Canada doive suivre cet exemple, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il n'y a pas de consensus sur ce qui constitue un niveau de consommation d'alcool à faible risque. Il y a quelques mois à peine, ce chiffre était de 10 verres par semaine pour les femmes et de 15 verres par semaine pour les hommes. Ensuite, en août dernier, le Centre canadien de la lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies a recommandé de passer à 2 verres par semaine, quel que soit le sexe de la personne. La recommandation actuelle aux États-Unis et au Royaume-Uni est toujours de 2 verres par jour, tandis qu'en Australie, elle est de 10 verres par semaine. Tout le monde prétend fonder ses conseils sur la science, mais il ne semble pas y avoir de consensus sur ce que dit la science. Une analyse note, je cite, « Dans presque toutes les études bien conçues et contrôlées, il a été constaté que lorsque les anciens buveurs n'étaient pas inclus dans le groupe de référence et que le groupe n'était constitué que d'abstinents à vie, ces études ont systématiquement montré qu'il existe un effet cardioprotecteur pour une consommation régulière d'alcool légère à modérée, contribuant de manière significative à une réduction de la mortalité, toutes causes confondues, pour les buveurs légers à modérés. » Chers collègues, d'après ma propre expérience, mon médecin m'a dit qu'un verre de vin par jour ferait baisser ma tension artérielle, mais que 2 verres la feraient augmenter. Je sais qu'il existe un certain degré de désaccord sur cette question. Mais ce n'est là que mon point de vue. Ce ne serait pas la bonne approche d'aller de l'avant sans avoir d'abord obtenu un consensus sur cette science et l'adhésion du public. Il est clair d'ailleurs que si l'on recherche l'absence de risque, il ne faut pas boire du tout. Mais quel est le niveau approprié de consommation d'alcool si une personne se contente d'un risque faible? La réponse n'est pas claire. La deuxième raison de se demander si les étiquettes d'avertissement sanitaire sont un moyen efficace d'informer les consommateurs des risques liés à la consommation d'alcool est que les résultats de la recherche actuelle sur l'étiquetage sont mitigés. Nous ne nous aventurons pas en terrain inconnu. Là, chers collègues, comme je l'ai indiqué précédemment, au moins 47 pays dans le monde ont déjà apposé des étiquettes d'avertissement sanitaire sur les produits alcoolisés. Il serait donc judicieux de tenir compte de leur expérience et de s'inspirer de leurs efforts. Une étude récente intitulée « Alcohol Health Warning Labels, a Rapid Review with Action Recommendations » a été publiée en septembre dernier dans l'International Journal of Environmental Research and Public Health. Cette étude a passé en revue les recherches existantes sur les étiquettes d'avertissement sanitaire apposées sur les contenants d'alcool et a trouvé 2975 citations non dupliquées. Il s'agit là d'un corpus important à partir duquel ils ont examiné 382 articles et concentré leurs analyses finales sur 122 documents de recherche. Cette étude a montré que le simple fait d'apposer une étiquette sur les contenants d'alcool n'est pas nécessairement une stratégie gagnante.
En fait, il y a toute une série de variables à prendre en compte lorsque l'on envisage d'apposer des étiquettes d'avertissement sur l'alcool. Par exemple, la conception de l'étiquette. Où se trouve l'étiquette sur le contenant? Quelle est la place occupée par l'étiquette? Quelle est la taille de la police? Quelle est la couleur? L'étiquette comporte-t-elle un logo ou une image? Tous ces éléments ont contribué à l'efficacité de l'étiquette. Et les résultats ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Par exemple, ils ont constaté que l'utilisation d'images choquantes, comme celles que nous avons tous et toutes vues sur les paquets de cigarettes, n'est pas nécessairement efficace. Et je cite, « Les images négatives doivent être utilisées avec prudence, car elles ne semblent pas avoir d'effet bénéfique sur le comportement des personnes qui regardent l'étiquette. » Ce résultat s'explique en partie par la question de la crédibilité et de l'acceptabilité. Si l'étiquette n'est pas crédible ou acceptable, eh bien, elle est moins efficace. En outre, outre la conception de l'étiquette, il y a la question du contenu. Quel message le texte et les images véhiculent-ils? Le projet de loi S254 impose 4 aspects au contenu du message, mais beaucoup d'autres sont également possibles. Qu'en est-il des dangers de la consommation d'alcool pour les femmes enceintes? Qu'en est-il de l'affaiblissement des facultés, du risque d'hypertension, de maladie du foie ou de la maladie cardiaque? Qu'en est-il des avertissements sur le fait que l'alcool peut créer une dépendance? Lorsqu'il s'agit de l'étiquetage de l'alcool, vous pouvez facilement vous concentrer sur l'un ou l'autre de ces éléments, qui sont d'ailleurs tous importants. Alors, que faire? Malgré toutes les données disponibles, il subsiste une grande incertitude. Tout simplement, la recherche n'est pas concluante. L'étiquetage de l'alcool n'apporte pas toujours les résultats escomptés. Par exemple, les messages formulés de manière négative ont eu le plus d'influence sur les personnes qui buvaient davantage. Chez les jeunes buveurs, on a constaté que les avertissements forts avaient un effet de boomerang, c'est-à-dire que l'exposition à l'avertissement conduisait en fait à une perception plus positive du produit. En fait, une étude réalisée en 2009 a montré que les jeunes adultes utilisaient les informations standards sur les boissons pour maximiser leur consommation d'alcool plutôt que de la minimiser. L'étiquette les a aidés à décider où ils en auraient le plus pour leur argent et ils ont fini par augmenter leur consommation au lieu de la diminuer. Ils ont surtout utilisé les étiquettes pour identifier les boissons les plus alcoolisées et les moins chères, afin de boire moins de liquide, de s'enivrer plus rapidement et de dépenser moins d'argent. Cette constatation a été corroborée par une étude canadienne de 2014 dans laquelle les chercheurs ont constaté que 46% des participants déclaraient qu'ils utiliseraient les étiquettes de boissons standards pour identifier l'alcool le moins cher. Chers collègues, la leçon évidente à tirer est que l'étiquetage ne donne pas toujours les résultats escomptés. Plutôt que de nous indiquer une voie à suivre concluante, les recherches existantes semblent indiquer qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur les étiquettes de mise en garde contre l'alcool. Toutefois, chers collègues, le projet de loi aborde un sujet très important. Je pense qu'aucune décision ne devrait être prise à son sujet avant qu'il ne soit examiné en comité. C'est pourquoi je soutiens le renvoi de ce projet de loi en comité pour qu'un examen plus approfondi, et j'espère que le comité procédera à un examen justement approfondi, équilibré de ce projet de loi. J'aimerais donc que ce projet de loi soit renvoyé en comité le plus rapidement possible pour qu'une étude approfondie soit faite et qu'on en fasse rapport.